Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour à toutes et tous, Xavier Teichmann pour Respect. J'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui Jean-Marc Zaël d'été de la Pagode. Et c'est vrai que pour une fois on n'est pas dans les studios, donc s'il y a un petit peu de bruit ou quoi, c'est parce que c'est moi qui ai été à la rencontre de Jean-Marc. Et nous ne sommes donc pas en studio. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Xavier, bienvenue. Merci. Ben voilà, question traditionnelle. Je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment. Je pense que tout le monde connaît l'été de la Pagode. Je vais simplement te demander de te présenter. Donc, j'appelle Jean-Marc Zaël. Je travaille pour l'été de la Pagode depuis maintenant 11 ans environ. Je suis le président de la société. Et je dois dire que c'est une aventure passionnante. C'est une société qui se développe beaucoup, qui commercialise des thés bio, exclusivement bio, 100% bio. Et pour beaucoup d'entre eux aussi, commerce équitable, c'est-à-dire fair trade en quelque sorte. C'est-à-dire que ce sont des thés, on expliquera un peu plus tout à l'heure, qui permettent une meilleure répartition de la valeur ajoutée entre les différents acteurs de la filière. C'est ça. Et comment, parce que tu dis, ça fait 11 ans, tu as eu une carrière avant. Oui. J'ai fait un peu mes devoirs, donc dans le pharma, etc. Donc explique-moi un peu ce qui t'a fait aller vers les thés. Alors en fait, moi je suis vétérinaire de formation, donc j'ai commencé par soigner des bovins, des ovins, des cochons et des chiens et chats. Puis ensuite j'ai fait une école de commerce et je suis entré dans l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique c'est passionnant, c'est vital pour l'humanité puisqu'on développe des médicaments qui traitent des pathologies graves ou pas graves, qui aussi développent des vaccins dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont très utiles pour l'humanité. En effet. Quoi qu'on en dise. Je suis d'accord avec toi. Et donc je considère que tout ce que j'ai fait dans l'industrie pharmaceutique, ça m'a passionné. À un moment donné, je me suis dit, c'est bien de vendre des médicaments, de les commercialiser, de les concevoir aussi. Mais le problème des médicaments, c'est qu'ils ont des effets secondaires. Donc quand vous faites prescrire ou vous conseillez un médicament, il faut faire prescrire ou conseiller un médicament qui lutte contre les effets secondaires du premier, puis un troisième qui va lutter contre les effets secondaires du deuxième. Donc ça devient un terme un peu compliqué. Et donc j'ai eu cette opportunité de me développer et de me développer dans une société qui s'appelle les Thés de la Pagode, qui vendait à l'époque des thés qui n'étaient pas bio, mais des thés qui étaient positionnés pour le bien-être, la santé. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, c'était un beau challenge. Et donc je suis devenu président de cette société où le travail a été au départ de convertir tous les thés dits traditionnels non bio en thé bio. Donc il y a eu un gros boulot de conversion en quelque sorte, pour proposer aux consommateurs européens surtout, mais pas que, des thés bio. Ok. Et comment est-ce qu'on passe d'un thé non bio à un thé bio ? Voilà, donc là, c'est le travail qu'on appelle de conversion, c'est-à-dire qu'il faut changer les méthodes de culture, ne plus utiliser du tout d'intrants chimiques, aussi bien en termes d'engrais qu'en termes de pesticides. Il faut faire que des choses naturelles. Et donc, ça nécessite pour les propriétaires des jardins de thé, des coopératives, une révolution culturelle. D'ailleurs, c'est la même chose en Europe. C'est pas que pour le thé en Asie, c'est aussi pour les Européens qui convertissent leur production agricole, qu'elle soit animale ou végétale, en bio. Il y a tout un travail énorme de changement de paradigme culturel, en quelque sorte. Donc, ça met du temps. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça peut durer 3 ou 4 ans en fonction des méthodes antérieurement utilisées par les acteurs, si vous voulez. C'est ça, je suppose que si l'année passée on a utilisé des intrants chimiques, on ne peut pas être bio le lendemain, quoi. Non, il faut 3-4 ans pour que l'intrant chimique soit lessivé, ne soit plus dans le sol. Et aussi, il faut du temps parce que la rentabilité n'est pas forcément aussi importante quand tu fais du conventionnel que quand tu fais du bio. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le thé, au fait ? Alors le thé, c'est une boisson de plaisir déjà parce que le thé, c'est très très bon. C'est quelque chose de très agréable à boire. La palette du thé, la palette organoleptique est extrêmement variée. Il y a par exemple 600 sortes de thé oolong. Le thé oolong, c'est un thé qui est dit semi-fermenté. C'est-à-dire qu'il est intermédiaire entre le thé vert non fermenté et puis le thé noir fermenté.
Et donc, tu as une richesse, une palette de goûts qui est extrêmement forte. Donc, le thé, c'est à la fois le goût, bien entendu, des goûts différents, le plaisir de la dégustation. C'est la convivialité aussi, parce que c'est souvent quelque chose que l'on partage à plusieurs. C'est le voyage. Le thé, on voyage en Chine, dans le Yunnan, dans le Fujian. On voyage au Népal pour le thé blanc. On peut aller aussi dans le Darjeeling, donc c'est vraiment très dépaysant. Le thé, c'est aussi la santé. C'est une boisson qui est connue pour être très bonne pour la santé. Le thé vert, par exemple, est très utile. C'est un très bon antioxydant, anti-vieillissement cellulaire. Donc il y a toutes ces choses, tous ces intrants, il y a le lifestyle aussi. Donc il y a beaucoup de choses. Ça touche beaucoup de domaines. C'est très inspirant, le monde du thé. Donc c'est assez passionnant. Et ça m'intéressait à ce sujet-là. Ok. Et donc on a parlé du bio. Et le fair trade, au fait, tu m'expliquais que c'est une meilleure répartition dans la chaîne de valeur. Mais comment ça se passe, au fait? Alors, donc le bio, on a dit, c'est la non-utilisation absolue d'intrants chimiques. Hein. C'est à la fois une obligation de moyens et de résultats. De moyens, c'est-à-dire qu'on ne les utilise pas. Et de résultats, c'est qu'on fait beaucoup d'analyses, beaucoup de recherches de produits chimiques. On en fait 3 ou 4 à chaque fois. Et donc, on est certain qu'il n'y en a pas du tout dans le thé qui est délivré aux consommateurs. Donc ça, c'est le bio. Le fair trade, c'est différent. Le fair trade, c'est une répartition plus égalitaire, plus juste de la valeur ajoutée entre tous les acteurs de la filière. C'est-à-dire que, généralement, dans une production agricole ou alimentaire, c'est souvent ceux qui sont en fin de filière qui gagnent le plus d'argent. Le distributeur ou la marque. L'importateur, en quelque sorte. Alors que dans le cas du commerce équitable, du fair trade, l'objectif, c'est d'avoir une juste répartition de la valeur ajoutée. Donc, on s'attache à acheter des thés plus chers quand ils sont fair trade que quand ils ne sont pas fair trade pour la même qualité de thé. Donc, on rémunère davantage les producteurs, les coopératives de thé en Chine. On rémunère davantage les cueilleuses, c'est-à-dire les personnes qui vont cueillir le pécoé, c'est-à-dire le bourgeon et la feuille dans les jardins de thé. Et puis, on s'attache aussi à à échanger avec les actrices, c'est-à-dire les cueilleuses en l'occurrence, à les écouter, à leur laisser donner leur opinion, poser des questions, etc. Ce qui n'est pas toujours évident dans certains pays, c'est pas forcément naturel. Donc c'est à la fois une obligation, je dirais, de meilleure répartition de la valeur ajoutée économique, mais aussi une obligation de démocratie, entre guillemets, c'est-à-dire de donner le pouvoir à tout le monde, même à ceux qui sont souvent des acteurs muets et non écoutés. C'est ça. Et je t'entends beaucoup parler de cueilleuses. Il n'y a que les femmes qui cueillent? Alors en Chine, en tout cas, pour y être allé souvent, ce sont souvent dans des petits villages isolés, hein, puisque le thé, ça pousse dans des montagnes humides, ensoleillées, sous des latitudes tropicales. Et donc ces petits villages, les hommes sont dans des travaux plus rudes souvent, et le travail de cueillette de thé est dédié aux femmes le plus souvent. En tout cas, j'ai jamais vu d'hommes cueilleurs dans tous les champs de thé que j'ai visités. C'est ça, donc c'est culturel. C'est culturel, c'est les femmes qui cueillent le thé. C'est culturel et sociétal, en fait. Je ne savais pas du tout. Non, donc bio, fair trade, mais je vois aussi que tu parlais de la santé, et apparemment, il y a un thé ou une gamme sur laquelle ton côté pharma est revenu, parce que j'ai vu que tu as fait une étude, vous avez fait faire une étude scientifique ou Voilà, donc en fait, ce qui m'intéressait aussi au départ, c'est que dans cette marque de thé de la Pagode, il y avait des thés qui avaient des allégations. Le thé à Oling, par exemple, a l'allégation cholestérol, c'est-à-dire qu'il diminue le mauvais cholestérol, il augmente le bon cholestérol et il baisse le taux de triglycérides dans le sang. Et ce côté aliment bon pour la santé, sans les effets secondaires des médicaments, m'intriguait. Et en fait, cette allégation, elle vient du fond des âges, c'est-à-dire que la médecine chinoise traditionnelle disait que ce thé à Oling, qui est un blend de thé pu'er, de thé vert et de thé oolong, était intéressant à consommer quand on avait mangé des choses trop grasses. Par exemple, du lait de yak qui est hyper gras. Les yak, c'est du beurre concentré. Et donc, quand les gens buvaient beaucoup de lait de yak, ils avaient un peu une lourdeur au niveau de l'estomac. Et donc, ils avaient remarqué qu'en buvant du thé à Oling, ils digéraient mieux. Donc ça, c'est la médecine chinoise traditionnelle. Et en fait, l'idée, c'était de vérifier quand même ça.
C'est-à-dire que quand on vend du thé qui revendique des choses sur le cholestérol, j'aime bien quand même être sûr de ce que je dis. C'est-à-dire que la médecine chinoise traditionnelle, j'avais envie de la vérifier. Et donc, on a mené 2 études cliniques sur le thé Aoling en double aveugle versus placebo. C'est-à-dire qu'on donnait à la moitié de la population un placebo, c'est-à-dire rien, une boisson chaude, et puis l'autre moitié du thé Aoling. Et puis après, au début, pendant et après, on mesurait des critères, des paramètres sanguins. Et donc, on s'est rendu compte que le boire du thé Aoling augmentait le taux de bon cholestérol de façon très significative. Donc, c'est pas juste, ça vient pas seulement du fond des âges ou de la médecine chinoise traditionnelle. On a redémontré avec des critères occidentaux modernes que le fait de boire du thé Aoling, eh bien, augmentait le taux de bon cholestérol, faisait baisser le taux de mauvais cholestérol et le taux de triglycérides. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien. C'est-à-dire que la médecine chinoise traditionnelle rencontre finalement la médecine moderne, occidentale, qui met souvent en doute la phytothérapie ancestrale. Ben là, on démontre que ce que nos anciens, qui étaient chinois, avaient pressenti et même constaté. De manière empirique, en fait. De manière empirique. Voilà, ouais. Et ben, c'est vrai, puisque aujourd'hui, sur du placebo versus de l'Aoling, on a vraiment des résultats très différents. Donc ça, c'est assez passionnant. C'est-à-dire démontrer qu'une boisson saine, bio, du thé, peut agir sur des paramètres importants, parce que le cholestérol, c'est quand même la protection cardiaque. Hein. Quand on a des plaques d'athérome, on a des risques cardiaques, bah, ça fait du bien, quoi. Et c'est préventif et curatif. Quand on voit la triglycérie, c'est aussi tout ce qui est maladie de Nash, les foies. Alors la Nash, exactement, tout à fait. Ça, c'est une autre problématique. Effectivement, il y a le cardiovasculaire, avec les plaques d'athérome, mais il y a aussi la Nash. Ouais. La Nash, c'est le foie gras non alcoolique. C'est la non-alcoolique stéatose hépatique. Et 35% des Occidentaux ont de la Nash, les adultes. C'est énorme. Oui, c'est ça. Oui. J'avais entendu parler de ça aussi. C'est super intéressant de savoir que une boisson peut en tout cas... il faut toujours une bonne hygiène de vie, évidemment. Mais si en plus, ça permet de réguler les choses... je dirais que ça participe à la bonne hygiène de vie. Ouais. C'est-à-dire que ça s'insère dans une hygiène de vie. C'est une boisson bien-être qui fait du bien sur ces pathologies, qui sont les pathologies cardiaques, et sur la Nash aussi. Okay. Donc je dirais que c'est une belle aventure, c'est-à-dire objectiver finalement que des boissons saines font vraiment du bien. Oui, mais c'est top. C'est pas juste, on croit que, on dit que, mais non, on démontre que. Maintenant, ça va beaucoup plus loin. On a une preuve, quoi. Voilà. On a une preuve. Mais c'est top, vraiment. Et je vois aussi, en feuilletant un petit peu, que vous aviez un brevet exclusif. Alors oui, donc là, c'est autre chose. On est toujours dans le pilier de la marque qui est un pilier santé bien-être. On a développé depuis maintenant 2 ans, donc c'est récent, un brevet européen qui permet de fixer sur des feuilles de thé ou de rooibos des extraits secs concentrés de plantes médicinales. Oh, okay. L'intérêt, c'est qu'on va délivrer une boisson dans une infusette de 2 grammes, par exemple. On va avoir des actifs qui seront beaucoup plus concentrés que si on met juste de la plante séchée. Dans une infusion habituelle, vous avez des plantes séchées. Là, on met en plus des extraits secs bio concentrés. Donc, par exemple, on a du curcuma dans le thé pour les articulations, le thé Zhucha. On a des extraits secs de curcuma qui sont 10 fois plus concentrés que si on avait du curcuma sec. De la même chose dans le Qisha, qui est le thé pour les défenses naturelles. On a mis des extraits secs d'échinacée. L'échinacée, c'est la grande plante de l'immunité d'Amérique du Nord. On a mis ces extraits secs concentrés 8 fois, 10 fois. Et donc, on a 8 à 10 fois plus d'extraits secs concentrés dans la boisson. Un thé un peu boosté, quoi. C'est un thé, c'est ça, qui est très boosté en actifs. Oui, c'est ça. Médicinaux bio. Ok, oui. Mais justement, moi, ça me fait penser à un truc, parce que on parle de bio, mais quand j'entends, finalement, le thé, on fait sécher des feuilles. Oui. Donc, si jamais il n'est pas bio et que justement, il y a des agents, des intrants chimiques, etc., en fait, il passe directement dans nos voies digestives. Voilà, donc en fait, le thé, il n'est pas épluché. Comme une banane. La banane, on enlève la peau. Déjà, on enlève une partie des pesticides, même s'il y a aussi une absorption par les racines. Donc celle-là, on n'enlève pas en épluchant. En tout cas, le thé, on ne l'épluche pas. De la même manière, le thé, on ne le lave pas. C'est-à-dire qu'on prend la feuille, on la fait sécher, on la fait fermenter ou pas, selon que c'est du thé noir ou pas. Puis ensuite, on la met dans un sachet et on le met directement dans le bol ou dans le mug. Donc en fait, on réactive finalement l'intrant chimique avec de l'eau chaude, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'on remet en solution finalement, si on a utilisé des pesticides, plein de pesticides dans la tasse. C'est pour ça qu'il y a des catégories d'aliments qu'il faut vraiment prendre bio. Il y en a où ne pas prendre du bio, c'est pas extrêmement grave,
Mais il y a des aliments, c'est quand même beaucoup mieux de les prendre bio. Je pense au thé, évidemment, on vient d'en parler. Il y a aussi les raisins, les fruits qu'on n'épluche pas. Un raisin, si vous le lavez, vous n'allez pas enlever les pesticides. Hein. Les pesticides, ils sont liposolubles. Donc, ils n'entrent en solution que dans un solvant lipidique, c'est-à-dire gras. Ouais. Ils sont très peu hydrosolubles. Donc, vous avez beau laver votre raisin pendant des heures, les pesticides, ils resteront sur la peau du raisin. Ou alors, si faut le frotter au sein doux, quoi. Alors voilà, il faudrait le laver avec du savon. Il faudrait savonner tous ces grains de raisin. Ou alors, il y a une absorption radiculaire. Et celle-là, vous avez beau savonner, ça partira pas. C'est à l'intérieur c'est dans le fruit même, quoi. Donc, il y a vraiment des fruits, des légumes. Il faut vraiment les consommer bio. Puis, il y a des aliments. Bon, si c'est pas bio, c'est moins grave, quelque part. Ouais, okay. Mais donc, tout l'intérêt ici, avec la démarche que tu as eue depuis 10-11 ans, de transformer toute la filière en bio, quoi. Donc voilà, ici, on est sûr de ne pas avoir d'intrants chimiques avec voilà, les donc si vous voulez, il y a déjà cet aspect, si tu veux, il y a déjà cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect du bio, il y a l'aspect aussi de la santé qui va à côté et avec le bio. Donc c'est assez satisfaisant intellectuellement de se dire qu'on met sur le marché, on propose aux consommateurs des produits qui leur feront du bien, en quelque sorte. Mais j'allais justement te poser la question, mais qu'est-ce que ça t'apporte de faire tout ça? Donc, tu me dis déjà intellectuellement une satisfaction. Satisfaction d'abord d'être sur une catégorie passionnante. Le thé, c'est vraiment très passionnant. On en a déjà parlé plus haut. Et puis cette satisfaction intellectuelle de se dire, plutôt que de vendre des thés avec des pesticides, on vend des thés qui ont une composition qui fait du bien aux gens. Ouais. Donc on participe très modestement, finalement, à une amélioration de l'état des choses. Oui, mais c'est ça, plus ça qui font que les gens sont bien, quoi. Il y a aussi tout un volet dont on n'a pas parlé, c'est le volet RSE, d'avoir des packaging qui soient respectueux de la planète. Donc toutes ces choses-là sont satisfaisantes en quelque sorte. C'est ça. Donc il y a toute une direction que prend l'été de la pagode avec tout ce qui est responsabilité sociale. C'est ça. Ok. Plus particulièrement, parce que parfois je vois ça chez les personnes que j'interviewe, il y a parfois un moment de bascule où à un moment donné, ils étaient dans un ancien boulot et puis ils ont dit « ouais non, moi ça j'arrête et je me lance dans autre chose » ou bien tout à coup ils ont pas une illumination, c'est pas ça, mais un déclencheur. Est-ce que pour toi il y a eu ce déclencheur? Donc tu travaillais en pharma, etc. Puis l'été de la pagode, quel a été le déclencheur? C'est une opportunité? C'est plutôt une opportunité parce que je crache pas dans la soupe. C'est-à-dire que j'étais dans l'industrie pharma, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Mais j'aime encore mieux être sur le thé. Oui, parce que je le vois, ça se voit en tout cas. C'est passionnant. On crée un thé facilement. Créer un médicament, ça met 10 ou 15 ans, quoi. C'est compliqué. C'est très réglementé. Sur le thé, c'est une impression de liberté. C'est le marché de la liberté parce que on veut développer un nouveau thé noir, on trouve des producteurs intéressants, on le développe. Donc il y a plus de liberté, il y a plus d'ouverture sur le monde, je trouve. Ouais. C'est plus ouvert. C'est ouvert sur le reste du monde, c'est ouvert sur des personnes, c'est ouvert sur des personnages passionnants. C'est différent, ça me correspond plus en quelque sorte. C'est ça. Donc mais je dis pas que le monde d'avant était terrifiant. Le monde d'avant, on en a besoin. Non, mais je pense par exemple à Olivier Hénin qui a lancé une coopérative ingénieurs, start-upers, etc., qui lui avait reçu une question de ses enfants, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie, papa ?» Il avait dit voilà, moi je fais des robots pour le pharma justement, je suis ingénieur, je construis des robots pour les entreprises pharmaceutiques. Et tout à coup en disant ça, il dit waouh, je trouve pas ça waouh à dire à mes enfants. Moi, je trouve ça assez incroyable. Je veux dire, je suis pas ingénieur. Moi, si j'avais pu dire à mes gosses, je construis des robots, c'était bon. Mais donc lui avait une quête de sens, quelque chose. Voilà, les problématiques actuelles, la planète, etc. Et c'est ça que. Mais il crache pas dans la soupe non plus. C'est juste qu'il y avait une quête de sens. Mais je comprends ce que tu veux dire. Donc une opportunité de développer plus de liberté, etc. Ok, parfait. Mais on va retourner 11 ans en arrière. Et il y a cette opportunité, etc. Qu'est-ce que tu te dirais si tu pouvais te dire un petit quelque chose juste avant l'été de la pagode? Est-ce que tu changerais quelque chose? Est-ce que tu ferais tout comme ça s'est passé jusqu'à présent? Déjà, je referais le même choix, ça c'est certain. Ouais, ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà essentiel. Sans état d'âme, au contraire, a posteriori encore plus aujourd'hui qu'hier, parce que c'est vraiment passionnant comme marché, comme opportunité.
Alors évidemment, quand on regarde en arrière, je me dirais que j'aurais certainement dû aller plus vite sur certains dossiers. Plus vite. Mais quand on est en phase de découverte, on est plus hésitant. On n'a pas de certitude, on n'a pas de vérité. C'est vrai qu'à posteriori, c'est facile, ça a marché, mais on aurait dû aller beaucoup plus tôt. Voilà. A posteriori, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a les recettes, on a les voies. Mais c'est aussi bien de tâtonner, de se poser des questions. Il faut se poser beaucoup de questions avant de trouver la bonne réponse. Donc c'est sûr qu'après ce temps-là, c'est facile de dire j'aurais dû aller plus vite. Mais parfois, il faut aussi prendre le temps de regarder le chemin et pas seulement le but, quoi. Oui, c'est vrai. Ce qui est passionnant, c'est le chemin lui-même, finalement. C'est vrai que le chemin est toujours intéressant aussi. C'est bien d'avoir une destination, mais quand le chemin est beau, c'est plus agréable aussi. Quels sont les modèles ou les personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent toujours? C'est des personnes, des rencontres de gens spontanés qui sont bien là où ils sont et qui ne sont pas enferrés ou enserrés dans des cadres coercitifs, c'est-à-dire des gens libres, finalement. Liberté, c'est important pour toi. Ouais, c'est très important. Des gens qui ne sont pas dans l'air du temps non plus forcément, quoi. Ce qui est insupportable, c'est les modes, les trucs, les machins. Non, des gens qui se posent des questions, des gens qui ne prennent pas les doxas ambiantes pour la science infuse, quoi. Ça, c'est insupportable. C'est ça. Qui ont peut-être une vision depuis longtemps, et c'est pas parce que c'est à la mode qu'ils le font, mais c'est parce qu'il y a un but réel derrière, quoi. Ce que je déteste, c'est les modes, quoi, les obligations de pensée qui durent 1 an ou 2, puis qui ensuite disparaissent complètement. Oui, mais c'est vrai. Tu as une vie très chargée, hein. Président d'été de la Pagode, c'est quand même un gros taf, on va dire. Quelles sont les routines qui t'aident au quotidien? Ou bien, il y en a qui font de la méditation, il y en a qui font d'autres choses. Toi, qu'est-ce qui fait que tu... Déjà, les routines dans le travail, c'est les méthodes. Les méthodes font gagner énormément de temps et donc laissent l'esprit libre pour faire des choses différentes et être plus créatif. Donc ça me semble essentiel. Il faut les mettre en place et puis après, ça permet d'automatiser un petit peu les choses. C'est une forme de digitalisation sans l'être, finalement. Et puis pour moi, perso, c'est bouger, quoi. C'est faire du sport, marcher. Ça permet de décompresser énormément. Faire du ski en hiver. Ski en hiver, marche en été. Ouais. Et voilà, il faut... parce que c'est quand même... Ces métiers sont quand même assez stressants, enfin fatigants, prenants, passionnants en même temps, hein, mais qui demandent à vraiment être très réactif. Et donc, il faut des moments de respiration. Et les moments de respiration, pour moi, c'est le sport, en quelque sorte. Ok. Donc, bouger, faire du sport. Ouais, bouger, s'oxygéner, penser à autre chose, voir des paysages différents. Ça me donne envie d'aller skier, là, maintenant. C'est malin, ça. Ça va venir. D'ici 2-3 mois, ça va aller. C'est vrai que c'est quand même un très chouette sport, ça aussi. J'aimerais savoir s'il y a un livre que tu pourrais recommander à nos auditeurs. Bon, il y a beaucoup de livres qui sont intéressants. Moi, quand j'étais ado, le livre qui m'a le plus marqué, c'est des syntaxes, c'est Vol de nuit et c'est Terre des hommes. C'est des bouquins qui m'ont énormément marqué et qui sont assez formateurs et donnent un certain sens aux choses, en quelque sorte. C'est ça, donc Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, ouais. C'est plus le cas parce que je l'ai lu, mais quand j'étais ado, c'était vraiment un auteur qui m'a beaucoup marqué. Oui, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien que tu cites Saint-Exupéry. Ça change de tous les livres business qu'on nous sort parfois. Ouais. Mais il y en a des bons, c'est pas ça. Mais... Il y en a qui sont bons, mais c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas fondateur. Enfin, oui, mais je vois bien que c'est quelque chose qui... ça a transformé le jeune homme qui l'a lu. Donc, très bien, top. Mais c'est vrai que ce sont des œuvres phares. Une citation qui t'inspire? Alors, ça, tu me prends au dépourvu, là. Je ne sais pas. Une citation qui m'inspire. Si, quelque chose qui est résilient, qui correspond bien à ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est il n'est pas nécessaire de réussir pour entreprendre. Non, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et ça me semble nécessaire à un moment où tout est mis en doute, tout est compliqué, notamment pour les jeunes, ça devient très dur à tous les niveaux. Et donc je crois qu'il faut rester volontariste, savoir ce qu'on veut et ne pas se désespérer en chemin quand on rencontre forcément quelques obstacles. Mm-hmm. Je crois que c'est essentiel. En tout cas, ça a toujours été quelque chose pour moi de très important.
Mais oui, mais c'est aussi l'objet de ce podcast. Hein. C'est vraiment les valeurs qu'on défend. C'est aussi ce certain courage, la persévérance, le fait de ne pas désespérer et de se dire ok, on peut le faire, on peut y arriver, on peut changer les choses. Et donc voilà, hein, en 10 ans, quand même transformer quand même la marque, être passé en bio, en fair trade, c'est pas rien. Donc bravo pour ça. Merci. On arrive, Jean-Marc, tout doucement à la fin de cet enregistrement. Moi, j'ai passé beaucoup de plaisir à faire cette interview avec toi. Et j'espère que nos auditeurs en auront autant à l'écouter. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur ? Alors, c'est une bonne question. Je dirais d'un point de vue professionnel que le développement de la société aille dans le même sens que ce qu'il fait aujourd'hui, parce qu'on a un beau développement. Je vois que vous avez une très, très, très belle croissance. Hein. Vous avez doublé en 5 ans, enfin en 10 ans, on a multiplié le chiffre d'affaires par presque 5. Oui, c'est ça. Oui. Donc, ça a une bonne croissance. Donc, pour la société, ça, et puis personnellement, de continuer à agir dans le bon sens pour l'évolution des choses. C'est tout ce que je te souhaite. En accompagnement de cet épisode, j'écrirai un article sur lequel je mettrai quelques liens, notamment vers les livres de Saint-Exupéry. Encore merci à vous de nous suivre, merci pour votre soutien, et je vous souhaite le meilleur pour la suite. C'était Xavier Teichmann pour Respect. Au revoir Jean-Marc. Merci Xavier. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.